vais commencer tout simplement cette conférence avec Cozy par vous dire pourquoi on a invité Cozy, qu'on a déjà invité. On avait déjà fait une conf ensemble, ou je me trompe? Ah, pas ici, ok. Mais on avait déjà fait une conf ensemble. Et où le projet de Cozy que vous connaissez peut-être, mais sur lequel il va revenir, qui est super intéressant, sur la consigne. Mais la chose qui m'avait le plus intéressé, c'est après avoir eu une discussion avec toi, de voir qu'en fait la méthode de Cozy, le savoir-faire de Cozy était aujourd'hui mis à disposition, vendu, mais mis à disposition malgré tout, à des marques concurrentes. Et ça paraît complètement fou de se dire, vous avez pensé une machine, vous avez pensé un usage, et il y a des concurrents qui viennent vous voir et vous leur dites, OK, on va vous mettre cet usage à disposition. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super fort parce que Cozy a une mission de marque. Et en fait, c'est pas juste du marketing et de se dire j'annonce une mission de marque et je me cantonne à bien garder tout pour moi. Et finalement, je m'ouvre presque en open source. Et je trouvais ça super intéressant. Donc merci à toi de venir déjà nous partager ça et surtout de l'avoir fait. Avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça parle d'avoir partagé son savoir-faire avec des concurrents? Ouais. Vous pouvez nous dire en 2 mots Nous lançons une gamme de chocolats sains et bienfaisants. Et nous avons un actif qui est commun à toutes nos tablettes de chocolat qui nous permettent d'augmenter la taille de nos télomères, gagner en vitalité. Alors, les télomères, ce sont les petits chapeaux qui sont au bout de nos chromosomes et que l'on peut augmenter de façon naturelle. Et cet actif qui s'appelle télo, donc c'est la contraction de télomère, on va le proposer à 600 références. Un peu comme la méthode Intel Inside. Donc là, nos partenaires, on peut dire aussi concurrents, devront respecter un cahier des charges pour pouvoir apposer ce... Vous pouvez nous dire la motivation? La motivation, en fait, c'est de créer une plateforme de marque pour pouvoir monter en puissance avec cet actif. Donc, si on va partir d'un principe qui a un besoin, un produit, par exemple, ça sera une seule huile de colza, un seul ketchup, il n'y aura pas de déclinaison de ketchup, il n'y aura pas de déclinaison d'huile. Et derrière, c'est de faire environ 600 références. Avec 600 références, vous pouvez faire une plateforme. Donc en fait, quelque part, on se concurrence. On va se concurrencer puisqu'on va concurrencer notre vitalité. On pourrait garder notre chocolat et décliner toute cette philosophie avec notre propre marque. Mais on veut aller beaucoup plus vite pour avoir une plateforme digitale et peut-être, pourquoi pas, avec 600 références, vous pouvez faire un supermarché. Merci. Alors effectivement, ça résume pas mal un peu la situation et la réflexion de chacun. Partager un savoir-faire avec son concurrent, ça peut paraître flippant, voire même contre-intuitif, parce qu'il faut qu'on se différencie en tant que marque. Pour autant, effectivement, dans les moteurs, je vais évidemment y revenir en détail. Pour nous, il y a eu la mission, tu l'as rapidement évoqué, on y reviendra. Mais je voudrais aussi vous montrer, comme vous, que on ne l'a pas fait non plus parce qu'on est des bisounours, on a beaucoup d'intérêt en le faisant. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en le faisant à plusieurs, on va plus loin, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement, effectivement, ce qu'on a construit chez Cozy en tant que marque, donc en tant que marque cosmétique, qu'est-ce qu'on a mis en place. Puis, je vous expliquerai comment, dans l'histoire, les concurrents sont venus nous voir pour discuter de ce qu'on avait fait, pour en apprendre plus, et à quel moment et sur quel fondement on se dit « Ok, on y va ». On partage notre savoir-faire et on accompagne nos concurrents dans cet univers. Donc, tout d'abord, notre histoire. Nous, on a créé la marque. Donc, Cozy, c'est une marque de soins cosmétiques. On a toute une gamme de soins pour la peau, notamment, soins du visage, soins du corps. On crée la marque il y a 5 ans avec mes 2 associés. Et à cette époque, on était déjà beaucoup médiatiquement sur des thématiques assez anxiogènes qui commençaient pas mal à monter en mayonnaise et qui maintenant sont au quotidien. Et des sujets anxiogènes du type consommer c'est mal, produire c'est mal, voyager c'est mal, manger de la viande c'est mal, etc.
L'objectif de ces messages médiatiques est plutôt positif. En tout cas, oui, la volonté est positive. Malgré tout, on est convaincu que c'est pas du tout la bonne façon d'approcher les choses, d'aborder les choses, pardon. Qu'au contraire, notre philosophie, c'est de se dire, bah non, on peut parfaitement, en faisant les bons choix en tant que consommateur, mieux consommer. On peut mieux voyager, on peut mieux manger, etc. Bref, on peut mieux vivre. Mais charge évidemment aux marques de proposer effectivement des solutions durable, une consommation saine et une consommation durable. C'est de là qu'on est parti, de se dire, voilà, on veut proposer cette solution durable, stop l'anxiété, on en a assez comme ça. Malheureusement, ça continue, mais il faut aussi prouver qu'il y a des solutions qui existent, il faut développer ces solutions. Donc très concrètement, à ce moment-là, on se pose avec mes associés, on décide, ok, on est dans l'industrie cosmétique, mon associé a bossé 15 ans chez LVMH, Emmerich, et de se dire, ok, beaucoup de pollution, beaucoup de pétrochimie dans ces produits, beaucoup de gaspillage, beaucoup de déchets. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est une marque 100% parfaite. 99% parfaite, on ne peut jamais être à 100% parfait. Mais donc d'aller vers des produits sains et des produits durables. Et avec cette mission, très importante parce qu'on y reviendra tout à l'heure, de se dire, ok, nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir une consommation saine et durable au sein de l'industrie cosmétique. Promouvoir une consommation saine et durable au sein de l'industrie cosmétique. Donc très concrètement, on se lance, comme je vous le disais, en 2017. Aujourd'hui, on a une gamme de 18 références, avec ce positionnement très, très précis que d'abord, évidemment, bien sûr, on va travailler sur le produit, c'est-à-dire la formule cosmétique, pour qu'elle nourrisse la peau, pour qu'elle gomme la peau, mais évidemment qu'on ait aussi tout un côté sensoriel sur le produit. Comment est-ce qu'on aborde cette thématique-là ? Sur le côté sain et sur le côté durable, on va travailler sur des ingrédients naturels et bio. D'accord ? Donc tout simplement en suivant des cahiers des charges et après en travaillant beaucoup sur la partie R&D des formules. Donc on a, comme je vous disais, toute une gamme, soins visage, soins corps et puis un peu d'hygiène avec dentifrice et déodorant. Je vais vous faire suivre, hein. Je vais vous faire un petit shot de romarin. On a ici le gommage corporel par exemple, qui est aux extraits au sel de Guérande. Donc l'exfoliant, c'est le sel de Guérande. Et pourquoi est-ce que j'appuie dessus ? Parce que c'est un exfoliant, donc un grain qui va venir vous gommer la peau et qui est biodégradable. C'est-à-dire qu'après, ça va partir dans l'eau, puis ça va se dégrader dans l'eau naturellement. Contrairement à toutes les billes plastiques qu'on peut retrouver dans le gommage. Ça illustre pas mal aussi notre volonté de durabilité. Alors, un des points les plus saillants de notre offre, que vous voyez dans le pot que je vous fais circuler ou que vous voyez sur ce type de flacon, ici c'est un démaquillant, c'est qu'ils sont tous en verre. Et que notre volonté absolue, c'est qu'il soit réemployable à vie, c'est-à-dire qu'il ne soit plus jamais jeté. C'est un emballage, bien sûr, mais ce n'est pas un déchet. C'est notre volonté que ce ne soit pas un déchet. Donc ce flacon, il a une vie, et il faut que sa vie continue et que ça tourne. Donc on va s'adresser et on va proposer à nos clients de ne plus être consommateurs dans l'emballage, mais d'être utilisateurs dans l'emballage. D'accord ? Donc il y a un changement d'état d'esprit. Et pour ça, on a développé 2 schémas, très simple, basique. Hein. L'un, c'est la consigne, qu'on va pouvoir déployer pour tous les types de produits. Comme il y a 30-40 ans, hein, sur les bouteilles de bière, ce qui commence à revenir pas mal en France, ce qui est resté en Allemagne, bouteilles de boisson. Donc soit la consigne, soit les vracs. Alors concrètement, comment on l'a construit dès le départ? Alors, c'est pas un long fleuve tranquille. Je vais partir d'abord sur la consigne avant de vous expliquer le vrac. Concrètement, on s'est posé, donc, notamment avec Emmerich. Donc Emmerich, c'est mon associé, je vous le disais, il est ingénieur, c'est lui qui va trouver les solutions, mais c'est aussi le rabat-joie. Puisque moi, je vais plutôt fixer le cap et lui va me dire ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Donc au début, là, je m'adresse à lui en lui disant, écoute, Emmerich, cet emballage-là, il faut vraiment qu'on puisse le laver et qu'on puisse le recharger, nous, dans nos propres unités de production, pour qu'il puisse repartir sur le marché et plus jamais être jeté. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ? Emmerich, l'idée c'est que, écoute, il faut que déjà on récupère tous ces flacons, donc il y a ce qui s'appelle une reverse logistique, c'est-à-dire une logistique où les flacons vont remonter, les flacons sales vont remonter sur le site de lavage. Premier aspect. Deuxième aspect, évidemment, il faut que ces flacons, on les trie, on les mette dans un bain pour retirer l'étiquette. On les lave à plus de 88 degrés pour les aseptiser, et ensuite on les réétiquette et on les re-remplit, on les remet sur le marché. Et ça repart.
Cool, bah allons-y. Donc il faut trouver un logisticien qui fasse de la reverse. Et puis il faut aussi que tu nous trouves évidemment un laveur industriel qui puisse nous laver tous ces flacons. Ça n'existe pas. Eh ben on va le faire. Donc on l'a fait nous-mêmes, on s'est lancé effectivement en 2017 en gérant toute la consigne nous-mêmes, donc cette reverse logistique, c'est-à-dire d'aller auprès soit des consommateurs sur l'e-shop, soit des points de vente, puisqu'on a 500 points de vente en France, qui font point de collecte, pour récupérer ces flacons, les centraliser, et avec notre propre outil industriel, laver ces flacons, les sécher, et les remplir et les remettre sur le marché. Exactement le même topo. Je te coupe une t'en prie. seconde. Est-ce que tu as une idée du coût? Enfin, j'imagine que tu as une idée. Mais petit peu, ouais. est-ce que tu saurais nous dire à quel point c'est plus cher ou c'est moins cher que d'utiliser un flacon neuf? Ouais. Parce qu'évidemment, j'ai fait le calcul. Et c'était il y a un peu plus de 2 ans, j'ai fait le calcul. Ok, je regarde si mon consommateur, mon client, au lieu de jeter son flacon, au lieu de rapporter son flacon, il le jette. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Ça me coûte, moi, en tant que marque, 3,4% de points de marge de faire revenir ce flacon et de le laver. Pourquoi? Parce que notamment la reverse logistique n'est pas en place. Comme je vous disais, on doit aller point de vente par point de vente, aller chercher nos flacons, donc ce qui nous coûte cher. Et le lavage, on a une petite unité de lavage. Hein, enfin, bon, c'est une grosse machine, mais voilà, on n'a pas non plus des millions d'unités. Donc on reste sur un coût unitaire élevé. Bon, je fais une aparté. Ce qui est en train de changer drastiquement, c'est que depuis 9-12 mois, les coûts du neuf, de l'emballage neuf, de verre, de plastique, a explosé, plus 40%. Plus 40%, plus 30%, voilà, selon les cas. Moi, mon coût de lavage, flat. Donc on est à une étape intéressante où pour moi, l'inflation a une vertu pour l'économie circulaire, où justement, j'ai pas de pénurie d'approvisionnement. Il y en a qui ont des problèmes pour trouver des packaging. Hein. Moi, je les récupère. Donc, j'en ai toujours. Et deuxièmement, mon coût unitaire qui est flat, il va commencer à se croiser avec le coût d'achat. Donc, on est sur un modèle qui est encore un peu plus cher. On va aller chercher justement des laveurs industriels maintenant pour être moins cher. Mais les courbes sont en train de se croiser grâce à la Ouais, parce que j'imagine que le client, quand il renvoie, il s'attend aussi à potentiellement payer son produit un peu moins cher, ou enfin, il a la sensation que ça va coûter moins cher, alors que finalement, toi, c'est des coûts qui sont très importants. Ouais, exactement. Mais à nouveau, c'est parce que la filière n'est pas encore complètement structurée. Le client, donc lui, il paye, je n'ai pas précisé, mais en consigne, que ce soit sur l'e-shop ou en magasin, il paye 1,50 € de plus pour son flacon. Vous renvoyez le flacon, vous le rapportez en magasin, vous récupérez votre 1,50 €. Voilà, basiquement. Donc tu ne payes pas ton emballage, juste tu l'empruntes, tu le rends et on te rend ton argent. Et tu sais combien de pourcentage de flacons distribués et de flacons retournés vous avez? Ouais, on est entre 40 et 60%, notamment selon les points de vente. Dans les points de vente bio, on va être plutôt aux alentours de 60%, c'est assez élevé. Il y a une clientèle qui va être plus sensible justement à ces démarches-là. Quand on est au Printemps Beauté, au BHV, aux Galeries Lafayette, ça va plutôt être aux alentours de 40% parce que la cliente n'est pas forcément aussi versée dans ces sujets de... Elle revient peut-être moins dans ces magasins aussi. Ouais, possible. Et du coup, est-ce que tu sais si les gens qui ne rentrent pas réachètent, ou est-ce que c'est juste un achat et qu'ils ne réachètent pas ton produit? Est-ce qu'ils ont compris ce système de consigne, ou est-ce qu'eux, ils jettent le produit et ils en rachètent un nouveau? Non. Tu veux dire les gens les flacons qui ne reviennent pas, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que le client rachète chez toi, ou est-ce que c'est fin de relation avec la marque en se disant je ne rends pas le produit, donc je ne Non, alors pas tous ceux qui autre. rachètent chez nous rapportent leurs flacons, ne serait-ce que parce que, alors là, je vais être aussi très clair sur la partie retour du flacon. Si on n'avait pas l'aspect monétaire, c'est-à-dire que si vous récupérez pas 1,50 €, on a testé ci et là, on aurait des taux de retour de 10 à 15%. Donc, même si c'est que 1,50 €, l'initiative monétaire est hyper importante. Les clients rapportent et vont chercher leur 1,50 €. C'est important. Même topo pour le vrac. Ici, très, très innovant. Je dis à Aymeric, écoute, c'est vachement bien la consigne, mais le fin du fin, c'est quand même le vrac, parce que là, en point de vente, le client va recharger son flacon. Donc pourquoi est-ce que c'est le fin du fin? Pourquoi est-ce que je veux que tu me trouves une solution? Parce que déjà, écologiquement, c'est top, le client vient recharger. Et ensuite, parce que pour le consommateur, c'est génial sur le point de vente. Il y a un aspect ludique, il y a un aspect engagé, chacun y trouve son compte, mais en tout cas, on a une vraie expérience retail qui est hyper sympa. Donc, trouve-moi une machine qui puisse faire ça. Aymeric, toujours le rabat-joie.
Ouais, mais il faut trouver une machine, effectivement, qui soit compacte, parce qu'on va souvent être, nous, dans des surfaces de centre-ville. Il faut une machine, évidemment, qui gère l'hygiène. On ne peut pas transiger sur l'hygiène, qui gère la traçabilité. On ne peut pas transiger sur la traçabilité. Donc, il faut qu'on trouve ça. Ok, trouve-moi un équipementier de vrac qui puisse nous proposer ça. Vous avez compris, ça n'existe pas. On avait, à l'époque, en 2017, beaucoup d'équipementiers vrac sur l'alimentaire, pas du tout sur la cosmétique. Donc on l'a créé, on a créé cette machine de vrac, on l'a disposée maintenant dans un peu moins d'une centaine de points de vente où vous, clients, vous allez pouvoir recharger votre flacon. Okay, hyper innovant, on est les premiers au monde à le faire. Et c'est là que j'en viens au début au sujet de cette discussion. C'est qu'à ce moment-là, au bout de 9-12 mois sur le marché, encore tout petit à l'époque, toutes les grandes marques, et petites d'ailleurs, mais les grandes marques viennent nous voir. Ils veulent comprendre comment on fait, et veulent en savoir plus, veulent savoir quels écueils on a rencontrés, etc. Donc il s'avère que les grandes marques internationales sont essentiellement françaises, mais pas que. Il y a aussi des Japonais et des Américains, mais globalement, il y a quand même toutes les marques qui viennent nous voir. Donc c'est bien parce qu'il y a un vrai sujet de société, c'est important. Mais bon, on se retrouve dans la situation de départ à se dire, ok, mais si on leur ouvre nos portes, voire même si on leur monte les machines, si on leur monte un système de consignes, etc., peut-être qu'on perd un avantage compétitif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur ouvre nos portes ou pas? Avant de savoir pourquoi tu leur as ouvert les portes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? C'est peut-être une question bête, hein, mais qu'est-ce qu'il y a de si compliqué Merci de faire la transition. dans cette machine pour qu'ils aient besoin de venir te voir toi? C'est l'enfer. Un petit acteur qui a réussi à le faire. C'est l'enfer. Il faut bien savoir que les critères d'hygiène, je l'ai rapidement évoqué, mais les critères d'hygiène et de traçabilité sont ultra stricts. On dépend de l'autorité du médicament. Donc, c'est-à-dire qu'on a des critères de mise sur le marché qui sont plus élevés que pour l'alimentaire. Le produit n'est pas ingéré, il est juste mis sur la peau, mais on a des critères sanitaires beaucoup plus élevés que pour l'alimentaire. Ça peut paraître contre-intuitif, mais... Et donc il faut parfaitement maîtriser cette hygiène, ce qui est quand même assez flippant parce qu'en général, c'est fait en salle blanche ou dans les sites de production. Là, on va être sur le point de vente. Le consommateur, une fois sur 10 probablement, il va faire un truc qui ne va pas aller. Donc il faut parfaitement que la machine de vrac maîtrise totalement le risque d'hygiène, qu'il n'y ait pas de mélange de numéro de lot, qu'il n'y ait pas de produits qui stagnent. Enfin, donc c'est techniquement très compliqué. Après, pareil, la traçabilité, il faut que chaque produit sur son flacon, il y ait le numéro de l'eau, il y a le volume, il y a les dates limites d'utilisation optimale. Pareil, il faut une technologie qui promeuve ça. Et pareil, l'aspect de consigne, il faut avoir une machine qui soit adaptée à ton flacon, etc. Donc se posent en fait pour ces acteurs-là des milliers de questions hyper complexes et qui sont d'autant plus complexes que pour chacune de ces questions, quel produit je vais mettre en vrac d'abord ou en consigne? Quel produit je vais mettre en vrac? Quel emballage je vais choisir? Du verre, de l'aluminium, du plastique? Est-ce que je garde mon emballage plastique de départ? Qui va laver, etc. Pour chacune de ces questions, il y a le département qualité, le département marketing, le département affaires réglementaires, le département RSE, etc. qui rentrent en boucle. Pour eux, c'est un cauchemar. Donc c'est un flip total. Et justement, pourquoi est-ce qu'ils venaient nous voir? Pour se rassurer, pour voir quelle solution existait. Donc je reviens au point de départ. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'y aller? La première vraie raison, et ça c'est la discussion que j'avais avec mes deux associés, c'était de se dire, ok, on reprend notre mission, qui est un peu notre étoile polaire, c'est promouvoir une consommation saine et durable au sein de l'industrie cosmétique. Moi, mon kiff, c'est l'économie circulaire, vous l'aurez compris, hein, c'est ce côté réemploi, ce côté durabilité. Si on veut le faire, pour la société, on n'y arrivera pas tout seul. Nous, on est une marque somme toute relative, somme toute petite, on ne sera jamais L'Oréal, évidemment. Donc, si on veut vraiment promouvoir ce schéma de consommation, il faut aider les autres acteurs à aller aussi dans cette direction. Aussi simple que ça. Et c'est vraiment ce qui nous a décidé à y aller, à dire, OK, on y va, on ouvre nos portes. Je viendrai tout à l'heure sur d'autres arguments intéressants dans la logique, parce qu'à nouveau, on n'est pas des bisounours et on y voit évidemment notre intérêt, mais vraiment ce qui nous a piloté, c'est de dire, ok, c'est notre mission, on y va. Au pire des cas, si tout foire, si je dois mettre la clé sous la porte demain, moi je serai fier de ce que j'ai fait et puis on aura pu faire avancer l'industrie. C'est vraiment ce qui nous a drivé au départ. Une fois qu'on s'est dit ça, la vie n'est pas toujours très rose. On a eu aussi des acteurs qui sont venus voir, qui ont ouvert les machines, qui sont partis, et puis après on n'en a plus jamais entendu parler. Je ne donnerai pas des noms, mais bon. Le leader mondial notamment fait ça.
Mais on en a aussi plein, et ça c'est hyper important, et c'est ce que j'ai découvert. En plus, nous, je ne sais pas si vous le sentez, vous, s'il y en a qui construisent des marques parmi vous, mais il y a souvent une grande opposition qui se fait entre les petites marques vertueuses qui veulent faire les choses bien et les grandes marques qui font la saloperie de consommation. Mais en fait, nos interlocuteurs au sein des grands groupes, dans 99% des cas, c'est des gens comme vous et moi qui ont envie de changer les choses, quoi. Juste, alors après, ils n'ont pas forcément autant de latitude parce que c'est des grands groupes et des gros paquebots, mais ils ont envie de changer les choses. Et donc très concrètement, qu'est-ce qu'on a construit ? Avant que je revienne sur les bénéfices qu'on en retire, parce que c'est évidemment important, qu'est-ce qu'on a construit ? D'abord une structure de conseil. Donc juste de dire, c'était un peu, je reviens sur les questions qui se posaient tout à l'heure, dire bah voilà, il faut les aider à défricher le terrain. Nous, on connaît parfaitement tous les écueils qu'il peut y avoir quand on a une mise sur le marché comme ça, quand on veut faire du vrac, quand on veut faire de la consigne. Bah, déjà, on va les rassurer. On va prendre 90% de leurs questions. En 2 heures de temps, avec toutes les parties prenantes, on balaye, on répond à toutes leurs questions et on les rassure. Reste toujours un 10% très spécifique à chaque marque, chaque produit, chaque point de vente. C'est pas pareil si on est en pharmacie ou si on est intégré, etc. Auquel cas, on va les accompagner, on va faire du conseil pour leur dire voilà les solutions existantes, voilà ce qui est compliqué, voilà ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc on a vraiment une mission de conseil, mais on allait beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on a fourni, sur la base de nos brevets, de nos machines de vrac, on n'a pas repris nos propres machines, qu'on se garde pour nous quand même, mais on a repris le principe du brevet pour faire d'autres machines qu'on a vendues à Clarins, à Yves Rocher, à Pierre Fabre, à Bioderma, à SVR, à Beauty Kitchen, etc. Donc des marques françaises ou internationales qui ont déployé des machines de vrac en pharmacie ou dans leur propre réseau de vente. Donc on ne voit pas forcément que c'est nous qui sommes derrière tout ça, parce que chacun en plus a pimpé sa machine. La machine Clarins n'a rien à voir avec la machine Mustela, évidemment. Mais on est derrière tout ça. Et donc c'est vous qui Donc on a fabriqué, fabriquer et vous vendez le produit fini. On vend la machine à ces marques. Tout à fait. Donc vous vendez aussi, j'imagine, toute la garantie d'hygiène, etc., que tout va être Exactement. respecté. Donc eux, ils prennent aucune responsabilité là-dessus. S'il y a un problème, ils se retournent vers vous. Exactement. Alors, c'est hyper rassurant pour eux de savoir. En fait, on a sur cette partie fourniture de machines, on a des concurrents, c'est-à-dire des équipementiers qui proposent aujourd'hui maintenant des solutions de vrac pour la cosmétique. Ça existe. C'est hyper rassurant pour une marque concurrente de se dire ouais, mais eux, c'est une marque, ils savent que la responsabilité qu'on porte en tant que marque quand on va vers du vrac ou vers de la consigne. C'est-à-dire qu'au-delà du réglementaire, même si on est bien carré dans le réglementaire, mais qu'il y a le moindre client qui a un problème, même si ça ne va pas aller dans les tribunaux, dégradation de l'image de marque, c'est juste absolument catastrophique. Et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Et c'est hyper rassurant de voir que nous, on intègre cette dimension, puisqu'on l'a fait pour nous-mêmes, donc on a un peu une caution. Donc à votre avis, au-delà de se dire on va aller tous dans la même direction parce qu'on veut tous que toute l'industrie cosmétique arrête avec ce single-use plastique. À votre avis, quels sont les avantages qu'on en retire ? Moi, j'en ai cité 3 principaux. C'est pas la question, mais je vais quand même répondre à votre question. Non, on a besoin des deux. Pourquoi alors, on est en train effectivement de réfléchir à faire 2 entités différentes. Pour autant, les deux s'alimentent. Et je vais y revenir justement sur les avantages. C'est hyper important d'avoir cette vitrine Cozy comme marque, et c'est hyper important aussi d'avoir justement ce réseau et toutes ces attentes marché. J'imagine que justement, ça te fait rencontrer des acteurs hyper larges, que tu vas aussi pouvoir poser tes machines. Certains doivent se dire ok, vas-y, on prend tes machines, on met tes produits, comme ça on est tranquille. Donc j'imagine que ça c'est un premier petit cheval de Troie. Le premier argument est beaucoup plus terre à terre, c'est qu'on vend. On vend du conseil, on vend des machines, on se fait du cash. Donc ça c'est évidemment un sujet important. Le deuxième qui nous a quand même pas mal aussi drivé, c'est de se dire fear of missing out. De toute manière, si c'est pas nous qui les accompagnons, si c'est pas nous qui accompagnons Clarins, quelqu'un d'autre le fera. Donc autant que ce soit nous. Mais effectivement, le premier levier, c'est que, et donc le numéro 3, c'est que on est la référence, même si à nouveau on est une petite marque, on est la référence française notamment, mais voire même internationale, pour une industrie cosmétique du réemploi, de la consigne ou du vrac. On est la référence. Donc très concrètement, j'écris des articles pour les magazines cosmétiques, je rencontre le ministre de la Transition écologique pour lui parler de ces thématiques-là, pour le compte de l'industrie cosmétique.
On est membre du jury du LuxPack, enfin tout un tas d'éléments. Et aussi, on accompagne les régulateurs, parce qu'il y a pas mal de régulations qui sont en train de se mettre en place pour promouvoir le vrac, la consigne. Et on est consulté pour ces choses-là. Alors, en étant la référence, il y a très clairement deux intérêts pour nous, et très très forts. Le premier, c'est cette caisse de résonance. On paye rien du tout de publicité ou quoi. On est sollicité par tous les médias, parce qu'un média qui se dit « Ok, je veux parler de cosmétiques, et je veux parler d'une cosmétique saine et durable, etc. » COSI. En tout cas, c'est la mission, et ça marche vraiment très bien. C'est-à-dire que toutes les télés, toute la presse qu'on peut faire, qui est qualitative, hein, c'est pas juste du sponsoring, qui est qualitative, est portée par le fait qu'on soit la référence. Et donc c'est effectivement ce qu'on porte. Le deuxième aspect, effectivement, c'est ce que tu évoquais, c'est que on va se nourrir en fait de tout ce qui va être apporté par nos concurrents, de leurs questions, etc., de leurs orientations, pour avoir toujours un coup d'avance. Pour avoir toujours un coup d'avance, être toujours en avance de phase par rapport au reste du marché. Et je vais prendre un exemple très concret. Ça, les échantillons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les échantillons en cosmétique. C'est les petits trucs en plastique qui, dans un peu plus de 40% des cas, sont jetés sans même avoir été utilisés. Donc c'est du zéro use plastique. Et dans le reste du temps, sont jetés après utilisation, et c'est une utilisation très rapide. Donc c'est vraiment, d'un point de vue écologique, une aberration totale. Donc nous, historiquement, on ne le faisait pas. Pour autant, il y a quand même une demande. Le client a besoin de tester chez lui sa crème, évidemment, sur plusieurs jours, avant de se dire « Ok, c'est cool, je vais l'acheter, c'est ce qu'il faut pour ma peau ». Donc, on s'est lancé en disant « Ok, on va lancer un échantillon, mais, vous l'aurez compris, réutilisable. C'est-à-dire que pareil, il est en verre, pareil, on va le récupérer, on va le laver, on va le re-remplir. » Donc on se lance comme ça, succès total auprès de nos consommateurs. Le problème, évidemment, et on le savait dès le départ, c'est qu'on n'a pas de modèle économique avec ça. Un échantillon plastique, ça doit coûter 1 ou 2 centimes. Là, on est à plusieurs dizaines de centimes. D'accord ? Donc on le fait par conviction, mais ça ne suffit pas. Il y a un moment, il faut qu'il y ait un modèle économique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on voit que ça marche, une fois qu'on voit que le système technique est en place, on agrège différentes marques. On a des très grandes marques et des petites marques qui sont rentrées dans le process en lançant un chantier en disant voilà, nous on a cet échantillon-là. Vous enlevez le COSI, vous mettez l'Occitane ou ce que vous voulez. Et nous, on vous les met à disposition, on les récupère, on les lave, etc. Donc on va avoir, grâce à ça, donc ça a été lancé il y a 1 mois et demi maintenant, on est en train d'agréger les marques, on va avoir grâce à ça un coût unitaire de notre échantillon qui va être divisé par 10, tout simplement. Juste parce qu'on regroupe les marques et que les flux de transport et les flux de lavage sont mutualisés. Voilà, donc c'est la parfaite illustration de se dire, ok, on garde un temps d'avance, il y a vraiment un gros sujet dans l'industrie cosmétique sur ces histoires d'échantillons. Les marques ont peur en fait que le législateur dise c'est fini, on arrête les échantillons, c'est trop dégueulasse. Donc il y a un vrai sujet, on est en avance de phase et on est en avance de phase aussi pour proposer des solutions. Donc ça pour dire que ok, on donne, on dissémine, on vend notre savoir-faire, mais on veut évidemment rester constamment différencié et en avance de phase. Ça va peut-être même te permettre de financer de la R&D que tu n'aurais pas pu financer toi-même. Exactement, je pense aussi que ça va être un projet rentable. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, tu as combien de marques, j'ai presque envie de dire partenaires, plutôt que juste concurrentes tu en accompagnes combien et ça représente quoi sur le marché, la cosmétique en vrac et avec des produits réutilisables ? Alors, on en accompagne alors dans les très grosses, c'est celles-là, ce sont ces 7-là. Et après, on a une petite dizaine de petites marques qui, ça c'est plutôt des amis, mais qui ont envie dès le départ en fait d'avoir des schémas circulaires. À quelle part du vrac ça correspond ? Pour l'instant, c'est pas énorme parce que la cosmétique est en train de se déployer, mais ça fait que vraiment 18 mois qu'ils ont mis le pied à l'étrier. Donc il y a plusieurs centaines, on va bientôt toucher le millier de machines de vrac de soins cosmétiques qui sont implémentées partout. Non, pas forcément comme moi, avec d'autres équipementiers. Mais c'est en plein boom. Et ça depuis je dirais juin 2020, quelque chose comme ça. Et depuis 4 mois maintenant, ce qui est en train d'accélérer très 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 fort, c'est la consigne. Pourquoi ? Parce que le vrac, il y a certaines contraintes, notamment de business model. Il faut que la machine soit rentabilisée. Donc ça peut on peut pas la poser partout, cette machine, pas dans n'importe quel magasin. Et il peut y avoir quelques contraintes sur certains produits qui sont pas adaptés à du vrac, quoi.
La consigne à zéro limite. On peut mettre tout ce qu'on veut dans un flacon consigné, on peut y aller à l'envie. Et donc, il y a plein de projets qui sont en train de naître dans des régions françaises ou ailleurs pour justement faire de la consigne à un niveau régional, à peu près 300 km de distance, afin que voilà, les marques convergent vers des systèmes de réemploi. Parce qu'à nouveau, et c'est piloté pas mal en France, mais aussi à l'étranger, il y a des contraintes réglementaires très fortes qui sont en train de pousser les marques à dire il n'y a plus le choix. De toute manière, on est obligé de faire... la première étape pour elles, c'est 10% de réemploi. C'est-à-dire que 10% des produits qu'ils vont mettre sur le marché, des emballages, doivent être réemployés. Ils étaient à zéro il y a 6 mois. Hein, donc il y a une sacrée étape une sacrée marche à monter pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste de cosmétiques, mais par exemple une marque comme Clarins, qui n'est pas une marque qu'on retrouve dans les Biocoop, etc., qui finalement là va permettre de toucher aussi beaucoup plus de monde, et toi va peut-être aussi te permettre de te déployer dans des magasins où tu n'es pas aujourd'hui sollicité, quoi. Ouais, complètement. Il y a aussi une démarche globale d'évangélisation qu'on mène depuis le début. Nous, c'est marrant, notre client, il a quand même vachement évolué depuis 5 ans. Au début, on était beaucoup, effectivement, dans les Biocoop, tu le dis, avec des clients déjà qui ont une certaine forme d'engagement, enfin, qui vont chercher une consommation saine, voire durable pour certains. Et puis petit à petit, quand on va à la rencontre des clients du Printemps Haussmann, c'est pas du tout la même approche. Là, ils vont rentrer par la case « Ok, votre produit, il est bien, il est bon pour ma peau ». Et l'aspect économie circulaire, réemploi, c'est la fidélisation, mais c'est plus de l'acquisition pour ces clients-là. On n'en est pas là. Mais c'est en train de changer. Et justement, effectivement, tu as 1000 fois raison. Les clients, si Clarins embarque ses clients dans l'aventure du réemploi, et si Mustela, etc., ou Yves Rocher embarque ses clients dans l'aventure du réemploi, c'est tout bénéfique pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Du coup, vous avez commencé en cosmétique, c'était vraiment au cœur de métier. Maintenant, il y a 2 autres métiers en plus. Quelle est la répartition en des 3? Et toi, en tant que fondateur, est-ce que tu t'attendais à ce changement Non, je m'attendais. Alors oui, on s'attendait à ce que ça arrive. Non, pas aussi vite, pas du tout. À nouveau, on était encore tout petit, que déjà on était très rapidement consulté. Aujourd'hui, c'est encore 2 tiers marque propre Cozy et 1 tiers accompagnement des autres marques. Parce que l'accompagnement des autres marques pendant un peu plus d'1 an, on l'a fait un peu en dilettante, c'est-à-dire qu'on n'avait pas structuré de business plan, on n'avait pas de ressources. Donc si je caricature, je faisais ça le soir et le week-end. Ce qui n'est pas très sain dans une vie, voilà, ni pour moi, ni pour l'entreprise d'ailleurs. Donc là, on a depuis 4-5 mois structuré une équipe de conseil et d'accompagnement des marques, de sorte que je pense que dès l'année prochaine, on sera majoritairement dans l'accompagnement des marques plus que la marque Cozy elle-même. Pour autant, c'est ce que je disais au départ, hein, la marque Cozy, même sur cet accompagnement de marque, est hyper important, hyper rassurant pour les autres marques. Oui, mais on botte en touche. Il y a effectivement les laitiers, Belle, la compote, Andrews. Mais bon, c'est pas notre métier, c'est pas notre savoir-faire. C'est pas forcément les mêmes galéniques, c'est-à-dire la même façon de se comporter du produit quand on fait du vrac. C'est pas la même façon de laver, donc c'est différent. Et nous, c'est pas notre, on n'y va pas. Pour une marque qui est uniquement en ligne, est-ce que la consigne, c'est pertinent, viable, même au niveau justement durabilité, écologie, etc. Ça l'est puisqu'on le fait, mais c'est pas le meilleur schéma, bien sûr. Nous, on doit être à un peu moins de 20% de notre chiffre d'affaires en ligne, donc on n'est pas du tout une pure D2C comme certaines autres marques ici. Parce que effectivement, quand vous rapportez votre flacon en magasin, il va être mutualisé dans des gros cartons, ça va repartir. Et donc l'empreinte écologique, je ne l'ai pas dit, mais quand vous rapportez votre flacon en magasin, vous réduisez votre empreinte carbone sur le produit de 79%. Donc même si ça repart avec du transport, même si c'est lavé, le fait de ne pas produire l'emballage, on réduit l'empreinte carbone de 79%. Ça, c'est le meilleur schéma. Mais effectivement, il faut aussi répondre évidemment à tous ceux qui consomment online. On ne va pas les laisser de côté et on le fait. Mais au-delà, on descend à 48%. Donc on n'est plus à 79% de réduction de l'empreinte carbone, mais à 48%. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer les flacons par 5 au lieu de les récupérer par 50. Donc l'empreinte carbone va être un peu plus élevée. Pour autant, on le fait et ça marche.
Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer? Et juste pour développer du coup cette machine, comment est-ce que vous avez fait? Qui est-ce que vous êtes allé voir? Comment vous avez trouvé les moyens aussi? Emric. Ouais, alors déjà, effectivement, on a dû lever dès le début des fonds pour développer machine et système de consigne. Ensuite, on s'est beaucoup appuyé vraiment sur mon associé Emric, qui a un gros savoir-faire d'expertise hygiène et maîtrise de l'hygiène qualité cosmétique. Et s'appuyant là-dessus, après, on a au départ travaillé avec des bureaux d'études externes, et puis ensuite, on a internalisé à la fois le développement et la production, quand les volumes étaient suffisants. Ah, au départ, oui, c'était. J'ai pas de photos, mais ouais, c'était un peu dans le garage, beaucoup quoi. de travail, une vision claire de où est-ce que vous vouliez aller, et vous y êtes allé. Je ne sais pas si vous êtes encore arrivé au point final, mais non, loin s'en faut. Il y a encore du boulot. Ouais. Merci beaucoup. On va pouvoir vous laisser aller déjeuner, reprendre des forces. Merci à tous. À votre disposition, je reste un peu si vous voulez discuter.